Tu éteins ton micro? Sylvie Guilbeault est en retard, est allée à l'office, mais elle est en route. Bon, alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette dernière journée dans le cadre de la consultation publique sur le projet de plan de développement de Montréal, projet qui est présenté par la Ville de Montréal. Je m'appelle Louise Roy, je suis présidente de l'Office de consultation publique et permettez-moi d'entrée de jeu de vous présenter mes collègues qui forment la commission de l'Office qui va justement vous entendre vos opinions sur le projet de plan de développement de Montréal. Au centre, ici à la table à ma droite, Jean Burton. Jean est biologiste. Il possède une grande expérience dans le domaine de l'environnement en tant que conseiller et planificateur scientifique. Jean Burton assumera la présidence de la commission. Juste ici à ma droite, Mme Irène Saint-Mars. Irène Saint-Mars est architecte du paysage. Elle a été professeure titulaire à la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Elle a aussi assumé les fonctions de vice-rectrice aux études de l'Université de Montréal et doyenne de la Faculté d'aménagement. À l'autre bout de la table, Alain Duhamel. Alain est journaliste. Il a d'ailleurs fait une longue carrière dans le journalisme, mais il est toujours journaliste. Il est détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université d'Ottawa et diplômé en communication de l'Université Saint-Paul. Ici, à la table juste devant moi, Ginette Thériault est là. Ginette va assumer les fonctions de secrétaire de commission. Elle est assistée aussi par Michel Agnaïef, qui va être conseiller senior, et par Élise No et Stéphanie Wells, qui vont agir comme analystes. Je voudrais vous présenter aussi d'entrée de jeu les représentants de la Ville de Montréal qui sont là pour échanger avec vous, répondre aux questions et entrer en dialogue. Et au centre de la table, M. Daniel Oder. Daniel Oder est chef de division stratégie, programme et politique à la direction des grands parcs et de la nature en ville. Est-ce que ça s'appelle encore comme ça? Non. Ah, d'accord. Et aussi avec lui, M. Claude Tifo. Non. Changement. M. Oder, voulez-vous présenter votre collègue? De la section qui s'appelle Biodiversité et écologie urbaine, donc qui dirige l'ensemble des professionnels qui sont concernés par les propos de cet après-midi. Bon. Et nous avons avec nous un panel de personnes ressources aujourd'hui qui vont vous aider à accumuler de l'information sur cette question et cet enjeu qui fait l'objet de notre forum de cet après-midi, c'est-à-dire l'avenir du patrimoine naturel de Montréal, comment protéger, augmenter et mettre en valeur le patrimoine naturel de Montréal. Un petit rappel. Comme à l'habitude à l'Office, cette consultation se tient en deux phases. Une première phase qui a débuté la semaine dernière en est une d'information et d'échange. Elle a pris la forme d'une soirée d'information le 3 juin où les représentants de la Ville ont exposé les grandes lignes de leur proposition de plan. D'ailleurs, si vous voulez en prendre connaissance, vous pouvez aller sur le site de l'Office. Comme tout est web diffusé, vous pouvez assister à la présentation de la Ville comme si vous aviez été là le 3 juin. À la suite du 3 juin, nous avons tenu 4 forums thématiques, dont celui d'aujourd'hui est le dernier. Au cours de chacun de ces forums, des conférenciers, des panélistes, personnes ressources, spécialistes ou acteurs du milieu sont venus faire part de leurs réflexions sur les thèmes concernés. Puis, comme c'est le cas encore cet après-midi, tous les intéressés du public sont invités à poser des questions, faire part de préoccupations ou de commentaires. Je voudrais saluer par la même occasion les Montréalais et les Montréalaises qui sont branchés sur le web et qui suivent la séance qui est web diffusée. Et on est heureux de vous annoncer que jusqu'à ce jour, plus de 600 personnes ont suivi les séances sur le web. Et encore plus intéressant, remarquez que c'est déjà pas mal, 600 personnes, on est très contents. Il y a eu, à la suite des séances, 450 visites supplémentaires à l'une ou l'autre des séances. Donc, les gens sont retournés revoir certaines des séances pour, j'imagine, soit les voir au complet ou réentendre ou entendre les propos qui ont été tenus.
S'il y en a cet après-midi qui veulent se brancher, on est effectivement en mesure de vous donner des services. Vous pouvez le faire en utilisant le mot-clic carré PDM sur Twitter ou en utilisant la page Facebook de l'Office. Alors, un petit mot d'introduction de notre thème. Rares sont les villes de la taille de Montréal qui ont la chance d'avoir sur leur territoire une montagne, un grand fleuve et ses rives, de grands parcs nature à une distance raisonnable des quartiers centraux. Le territoire de l'agglomération de Montréal comprend notamment 10 écoterritoires identifiés dans la politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels. Ce qui représente, et peut-être que nos collègues de la Ville me corrigeront, là, mais si mes chiffres sont exacts, 5,4 du territoire en espace protégé, notamment par l'expansion de parcs nature. L'objectif principal de la politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels est de protéger 8 du territoire montréalais, dont 6 de milieux terrestres. Afin d'atteindre cet objectif de 6 de milieux naturels terrestres protégés, le PDM souligne qu'il faudra intensifier les efforts dans les quartiers où les contraintes sont plus importantes. La Ville de Montréal souhaite notamment faire passer l'indice de canopée de 20 à 25 d'ici 2025, entre autres, par la plantation de 300 000 arbres sur 10 ans prévus dans le plan canopée, par des démarches entreprises afin que la contribution aux fins de parc reliée aux opérations cadastrales soit rehaussée de 10 à 15 Cette augmentation serait dédiée aux efforts de verdissement. Le plan de développement propose, entre autres choses, l'aménagement d'une promenade reliant le fleuve, les îles, le Vieux-Port, le Vieux-Montréal, le centre des affaires, le Mont-Royal, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Il propose aussi l'aménagement d'un développement résidentiel greffé à une zone de conservation dans l'éco-territoire de la rivière de l'Orne, dans le secteur de Pierrefonds-Ouest. Ce soir, à l'occasion de la séance de ce soir, nous allons ajouter à nos enjeux la question des changements climatiques et du verdissement des quartiers. Cet enjeu-là est très important puisqu'il faudra s'adapter au changement climatique et donc vérifier quelles sont les conditions favorables à mettre en place pour que la Ville soit en mesure de réagir, que ce soit à certaines invasions de ravageurs, que ce soit à des événements extrêmes, à des débordements, à des inondations, à des grandes périodes de chaleur, de smog. Alors ce sont des enjeux dont on va discuter ce soir. Aujourd'hui, pour parler de l'avenir du patrimoine naturel, je vous présente rapidement nos panélistes. Ici, juste à ma droite, M. Karel Méran, qui est directeur général pour le Québec de la Fondation David Suzuki. Juste à côté de lui, Mme Sylvie Guilbeault, qui est directrice générale des Amis de la Montagne. À côté d'elle, M. Pierre Dénommé, qui est directeur fondateur de Sentiers urbains. Et à côté de M. Dénommé, Mme Coralie Denis, qui est directrice générale du développement durable, Conseil régional de l'environnement de Montréal. Alors, sans plus attendre, je vais inviter M. Karel Méran à venir vous parler. Chaque panéliste va disposer de 10 à 12 minutes pour vous exposer son propos. Et puis, une fois qu'ils auront tous, trois d'entre eux auront parlé, j'ouvrirai à une période de questions. Donc, vous pourrez interagir avec eux. On va s'arrêter pour la pause. Ensuite, 2 autres panélistes vont s'exprimer et on aura encore une période de questions. Ça va terminer notre après-midi. Monsieur Méran. Merci beaucoup. Très belle entrée en matière. Si vous voulez, on parle ici du patrimoine naturel de Montréal et ma présentation va porter sur comment on peut insérer ce patrimoine naturel-là dans le grand éco-territoire que constitue la ceinture verte du très grand Montréal ou du sud-ouest du Québec. On va voir si ça fonctionne. Oui. Alors, il y a peu de gens qui savent que le Grand Montréal ou la région, là, on va voir la carte plus tard, mais qui s'étend de la frontière ontarienne jusqu'au lac Saint-Pierre et du début des Laurentides jusqu'à la frontière américaine, c'est la région au Québec qui a la plus grande diversité biologique. Et c'est ici aussi que les pressions sont les plus grandes aussi sur l'environnement. On a aussi les meilleures terres agricoles au Québec, la moitié de la population de la province, grosso modo,
On est, en fait, l'archipel de Montréal est traversé par le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Prairies, rivière des Mille-Îles, il y a la rivière des Outaouais qui vient là-dedans, donc un des grands fleuves du monde. Et on a aussi les Montérégiennes qui ont été déposées, si on veut, par l'histoire géologique, et dont le Mont-Royal, qui est tout près de nous ici. J'étais au sommet sur le Mont-Royal la semaine dernière et je disais que le Mont-Royal, c'est un peu ground zero de l'histoire de la ceinture verte du Grand Montréal, parce que c'est la première fois où on a dit on va fixer une limite au développement urbain, on va protéger les milieux naturels pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc, on a attribué une valeur très importante à ça et finalement, c'est un héritage aujourd'hui qui est inestimable pour nous. Et d'ailleurs, on a protégé de toutes sortes de façons aussi les autres montérégiennes. Mais donc, notre défi, de manière générale, c'est de réussir à faire cohabiter de façon harmonieuse la ville, l'agriculture et la nature. Et pour ça, on a besoin de se donner un cadre pour réfléchir à l'échelle de l'éco-territoire parce qu'on a toujours réfléchi à l'échelle d'un quartier, d'une ville. Il y a 80 villes dans la CMM, puis ensuite à l'extérieur de la CMM. Tu sais, le chevreuil, lui, ça ne le dérange pas vraiment de savoir s'il est à Blainville ou à Lorraine. Et donc, il faut penser au-delà de nos limites administratives. Comment est-ce qu'on va s'occuper de l'ensemble de l'éco-territoire puisque tout ça est interrelié et nous sommes interreliés aussi à la nature. Pour faire ça, avec Nature Action Québec, la Fondation David Suzuki, on a produit en juin 2012 une première étude, une ceinture verte grandeur nature, pour essayer de définir cet éco-territoire-là et voir c'est quoi notre coffre à outils. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, mais la première chose intéressante, c'est de regarder cette carte-là, qui vous montre, au centre, évidemment, on a Montréal. Vous voyez que Montréal est très, très gris. Pourquoi? Parce que c'est très fortement urbanisé. Ça ne veut pas dire que la nature à Montréal ne mérite pas d'être protégée. Bien au contraire, ça veut dire qu'il y a des efforts encore plus importants à faire. D'abord dans la région de Montréal, Laval, Longueuil, tout ça, puis ensuite sur le territoire de la CMM, parce que c'est là que les pressions sont les plus importantes. Mais vous voyez que tout ce qui est en jaune, ce sont des terres agricoles, donc l'agriculture a encore un rôle très important à jouer, puis en vert, les boisés, en bleu, évidemment, les cours d'eau. Alors, vous voyez ce grand territoire-là, pour vous donner un peu, maintenant, si on le ramène à l'échelle de la CMM, la CMM, grosso modo, c'est, comme je vous dis, c'est à peu près 22 % du territoire de l'éco-territoire, mais c'est le territoire où il y a le plus de pression d'urbanisation, le plus, je dirais, de conflits entre l'agriculture, la ville, le plus aussi de problématiques de destruction de milieux naturels. Et encore, quand on regarde encore plus près, vous voyez ici les bois et les corridors forestiers d'intérêt métropolitain. Il y en a quelques-uns sur le territoire de l'île de Montréal, mais il n'en reste plus beaucoup. Sur l'île de Montréal, on a des magnifiques milieux naturels, mais il faut les protéger, d'autant plus qu'il en reste très peu si on se compare à la Grande Couronne. Un deuxième élément, on a fait une deuxième recherche, toujours avec Nature Action Québec, pour définir un peu ces milieux naturels-là, qu'est-ce qu'ils apportent à la collectivité du Grand Montréal en termes de valeur économique, c'est-à-dire les biens et les services que nous procurent les milieux naturels et qui sont justement offerts de façon tout à fait gratuite, c'est-à-dire tout ce qui n'entre pas dans le marché. Par exemple, la pollinisation des cultures agricoles qui a une très, très grande valeur, mais une abeille, ça ne vaut rien. Hein? Si je prends une tapette à mouche, j'écrase une abeille, je n'ai pas perdu d'argent. Pourtant, ça a une très, très grande valeur. Il y a plein de milieux naturels comme ça qui ont des très grandes valeurs. On s'est rendu compte que la valeur de ces milieux naturels-là, annuellement, c'est 4,3 milliards de dollars que ça apporte à la collectivité montréalaise. Et ça, c'est évidemment une sous-estimation, très certainement, parce qu'on ne réussira jamais à attribuer une valeur réelle à l'oxygène ou à l'eau douce, parce qu'évidemment, s'il n'y en avait pas, on mourrait tous. Donc, la valeur est infinie, mais c'est juste pour nous donner un ordre de grandeur du fait que les écosystèmes à l'état naturel, les milieux naturels, dont on a l'impression souvent que ça ne vaut rien, c'est un peu comme un milieu en attente d'être développé. Bien, ces milieux naturels-là ont une valeur très importante et ils apportent beaucoup à la qualité de vie. Ils apportent aussi beaucoup à l'économie du Grand Montréal. Je vous donne quelques exemples de ces services-là. L'habitat pour la biodiversité, qui est le service ici, vous voyez, qui rapporte le fait, très simple, le fait que ces écosystèmes-là existent.
ces milieux naturels-là existent. Comme habitat pour la biodiversité, c'est à au moins 1 milliard par année. Le loisir et le tourisme, et là, je ne parle pas de ce que les gens déboursent pour s'acheter un vélo ou aller entrer dans un parc. Je vous parle simplement de la possibilité pour les citoyens de pouvoir aller marcher en nature. Ça vaut au moins 1 milliard par année. La régulation du climat, près d'1 milliard. L'approvisionnement en eau, parce que ce sont nos milieux naturels quand même qui filtrent notre eau potable, malgré qu'on a besoin, on s'en est rendu compte qu'il y a une couple de semaines, aussi d'avoir un système de filtration en aval. Et soit dit en passant, la ville de New York, quand vous ouvrez un robinet, ça n'a pas été filtré par une usine de filtration, c'est filtré par la nature uniquement. Et donc, la nature, dans le cas de New York, offre encore plus ce service-là que même à Montréal. Pollinisation, régulation des crues, inondations, je vais y revenir parce que de plus en plus, on se rend compte que nos milieux naturels sont importants pour justement l'adaptation au changement climatique. Si on regarde maintenant, celle-ci peut-être un petit peu plus difficile à voir pour vous, les milieux qui ont le plus de valeur, on se rend compte que les forêts urbaines qui n'ont pas une si grande superficie que ça, rapportent environ 1 milliard par année. Ça veut dire que, donc, quand on prend à l'échelle d'un écosystème, l'ensemble des services, pour faire dans le fond, parce qu'un seul écosystème, un seul milieu naturel offre toute une panoplie de services, les forêts urbaines offrent 960 millions donc annuellement. Et là, je continue juste pour attirer votre attention sur le fait que les milieux humides, qui n'ont pas une si grande superficie que ça, offrent énormément de valeur en termes de services naturels et il en reste très peu. Bon. On en parle beaucoup pour les mauvaises raisons en ce moment dans les médias, mais donc, il faut les protéger aussi à tout prix. Je vous invite à aller, je n'ai pas le temps de vous en parler en détail, si vous voulez avoir plus de détails, ces études-là sont disponibles gratuitement sur notre site Internet, la Fondation David Suzuki. Mais je poursuis. On se questionne toujours, quand vient le temps de protéger les milieux naturels, sur combien ça coûte. Protéger un milieu naturel, c'est une dépense. Mais il faudrait peut-être commencer à réfléchir combien ça rapporte. Et protéger un milieu naturel devient un investissement. On est capable de mesurer ce que ça apporte en qualité de vie, en toutes sortes de services pour la collectivité. Et il faut changer un peu le paradigme là-dessus parce que c'est un peu insensé en ce moment de penser que les milieux naturels à l'état naturel valent rien et que les protéger, c'est une dépense inutile, alors qu'on sait que ces milieux naturels-là valent énormément plus même que ce qu'on a pu démontrer dans cette étude-là. Et donc, que les protéger, c'est un investissement dans notre qualité de vie aujourd'hui, mais aussi dans le futur. Je fais une parenthèse sur la question des changements climatiques. On pense de plus en plus dans le monde au milieu naturel comme étant une infrastructure verte. Quand on pense changement climatique et on pense adaptation, on pense beaucoup à creuser les rues, mettre des plus gros tuyaux pour absorber l'eau de pluie. Mais en réalité, il y a toutes sortes d'autres formes d'adaptation au changement climatique qui impliquent d'utiliser nos milieux naturels pour toutes sortes de choses. Première chose, nous protéger des îlots de chaleur. À New York, il vient de sortir un rapport là, qui dit qu'en 2050, à New York, la température moyenne va être celle de l'Alabama, environ. Donc, ça va se réchauffer de façon très, très importante. À Montréal, la température moyenne dans un monde à plus 4 degrés, c'était en été, au lieu d'avoir des canicules à 34 degrés, c'est des canicules à 40 puis à 42 degrés. Alors, ça commence à être important d'arrêter de produire des îlots de chaleur puis de commencer de se donner des îlots de fraîcheur. Ici, on voit, c'est la dynamique de perte de végétation. Plus c'est rouge, plus il y a de la perte de végétation. Entre 1984 et 2005, la dynamique thermique, vous voyez qu'on perd de la végétation, ça augmente l'impact sur la dynamique thermique, ça se réchauffe encore plus vite et sur un territoire plus large que là où on a perdu de la végétation. Puis voici maintenant la carte des îlots de chaleur en 2005. Et vous voyez très bien qu'on est en train de se créer une ville où on est en train dans une ville où il va faire de plus en plus chaud, de se créer de plus en plus d'îlots de chaleur. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Donc, il faut investir pour reconstruire notre canopée, reboiser nos villes. Donc, ça, c'est important. Deuxième chose, on le sait, oui, l'année dernière, on n'a pratiquement pas eu d'eau à la fin du mois d'août. Je veux dire, la rivière des Mille-Îles, le lac des Deux-Montagnes, c'était très bas, le Saint-Laurent aussi. Dans l'avenir, ça risque d'être de plus en plus fréquent parce que l'apport en eau du Saint-Laurent, c'est 60 % qui provient des Grands Lacs à hauteur de Montréal. Et les Grands Lacs, évidemment, s'évaporent de plus en plus parce qu'il y a moins de neige en hiver et qu'il fait plus chaud l'été, tout ça. On a un problème. On a de plus en plus une perte de baisse de niveau. Et pour ça, il faut protéger
nos milieux humides, entre autres la rivière des Mille-Îles à Laval, elle est plus basse aussi dû au fait qu'on a détruit des milieux humides qui absorbaient l'eau au printemps et qui la relâchaient au moment de l'étiage l'été. Un autre exemple, puis là je vais vous mettre un petit vidéo, vous allez voir ça, ça va vous rappeler des choses de l'été dernier. Vous vous souvenez de ça? Alors, on n'aura jamais des tuyaux assez gros pour absorber toute la pluie qui va tomber. En juillet l'an dernier, il est tombé autant de pluie qu'en moyenne à Montréal, sauf qu'il y a plu seulement 2 jours. Ça veut dire qu'on a eu 28-29 jours de sécheresse, puis 2 jours d'inondation. Pour l'avenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'organiser pour garder notre eau quand elle tombe. Et ça ne sera pas en passant ça dans des tuyaux puis des gros bassins de rétention. Il va falloir recréer des milieux humides. Il va falloir se créer des éponges naturelles partout sur le territoire, des toits verts, tout ce que vous voulez. Et à New York, pour prendre encore cet exemple-là, on travaille de plus en plus là-dessus. Comment est-ce qu'on peut garder la goutte d'eau avant qu'elle aille dans le système? Parce que sinon, le système, on ne sera jamais capable. Puis je vous dirais, je ne peux pas le démontrer, mais que ça va être fait à moindre coût en reboisant qu'en payant finalement des extras pour refaire nos infrastructures. Je reviens rapidement pour terminer. Ce ne sera pas très long. Oui, justement, il faut que je passe à la prochaine. Dernière chose, améliorer l'accès au milieu naturel. C'est une question de santé pour les jeunes familles. On parle beaucoup de ramener les familles à Montréal. Quand vous allez sur l'autoroute 15, qu'est-ce que vous voyez? L'espèce de grand panneau qui dit « À Mirabel, la vie est belle ». Ça ressemble à ça, ce que vous voyez sur les panneaux. Les gens vont en banlieue pour avoir accès à la nature, puis dès qu'ils arrivent en banlieue, on passe le bulldozer dans tous les milieux naturels, puis il n'en reste plus, puis les gens finissent par vivre dans un quartier comme dans un autre. À Montréal, on a la chance d'avoir justement les grands parcs nature à proximité. Moi, j'habite dans Annecy. C'est hallucinant. Je veux dire, j'ai des renards qui passent sur mon terrain, puis je suis en pleine ville. Mais il faut mettre en valeur ça si on veut avoir la chance, d'avoir des enfants qui ne sont pas sédentaires, qui connaissent leur environnement, qui sont en bonne santé, tout ça. Et donc, je pense que l'accessibilité au milieu naturel est très importante aussi. Puis c'est un 3e argument, si vous voulez, ou un 4e argument de protéger nos milieux naturels. Et je termine là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Méran. Alors, vous vous en êtes rendu compte, je ne l'avais pas annoncé, mais on lui avait demandé de parler d'écosystèmes, biodiversité et les services écologiques que rendent les écosystèmes. On va maintenant entendre M. Pascal Bigras, qui vient de se joindre à nous. Pascal Bigras est directeur général de l'organisme Nature Action Québec et à lui, on a demandé de parler de la protection, la mise en valeur et l'accessibilité publique des rives. Vous avez 12 minutes, monsieur. 12 minutes, monsieur Bigras. Pas grave, il va y avoir des questions après, je suis sûr. Alors, c'est bien. Alors, je me présente, Pascal Bigras, directeur général Nature Action Québec. Nature Action est un organisme sans but lucratif qui fait de la gestion de projets en environnement. On travaille beaucoup avec les municipalités. On travaille notamment avec Plateau-Mont-Royal, Saint-Léonard, Verdun, l'animation d'écoquartiers, de maisons de l'environnement. Et on travaille évidemment en milieu naturel, en protection, restauration, renaturalisation. On travaille en protection via acquisition de milieux naturels. On travaille en intendance avec des propriétaires. Et évidemment, sur ces propriétés-là se retrouvent des milieux humides, des milieux aquatiques, des milieux riverains. Donc, je suis en train de faire l'introduction sans mon PowerPoint. Alors, je vais commencer, parce que j'ai juste 12 minutes. Madame Roy va... Ah, vous êtes gentille! Oui. Alors, l'objectif, quand on parle de milieu riverain, de milieu aquatique, j'ai regardé la problématique sous l'angle de la trame bleue et verte du projet du PMAD de la CMM. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est des éléments qui pourraient concourir à l'atteinte des 4 objectifs suivants. Donc, d'abord, créer une trame bleue et verte, mais on va parler plus précisément de bleu cet après-midi à l'échelle de Montréal.
protéger la qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent, augmenter l'accessibilité des rives et mettre en valeur et augmenter la biodiversité de ces milieux riverains. Donc, je viens de vous présenter les 4 objectifs. C'est ceux-ci que je vais essayer d'atteindre en vous donnant quelques informations au niveau de ma présentation. Donc, créer une trame bleue à l'échelle de Montréal. Le concept de la ceinture et trame bleue et verte que Karel a présenté tout à l'heure, avec lequel on a collaboré pour les 2 études, on a une définition qui est ici. C'est un ensemble de milieux naturels aquatiques, humides, terrestres et agricoles. Ça s'applique moins sur l'île de Montréal, mais quand même, qui, reliés entre eux, forment des liens écologiques en milieu urbain, périurbain et rural. Donc, ce défi-là en milieu urbain est beaucoup plus grand, évidemment, on s'entend. Puis, on a quelques exemples qu'on va vous présenter. Comment peut-être se rendre le plus près possible de cette belle définition. Donc, à quoi ça sert une ceinture et trame bleue et verte? Bien, c'est d'assurer à la fois la fonctionnalité écologique, donc que les écosystèmes soient fonctionnels à tous les niveaux, qu'ils soient pérennes dans le temps, qu'ils durent et qu'ils soient accessibles. Alors, d'abord, pour avoir des milieux naturels pérennes et fonctionnels, il faut qu'ils soient connectés. Il faut que les espèces, les gènes puissent se déplacer, puis qu'on puisse avoir des échanges. Et vous avez à l'écran un peu comment on peut procéder. Évidemment, en milieu urbain, c'est plus difficile. On a moins de boisés, on a moins de milieux humides, les cours d'eau sont enterrés, sont canalisés. C'est moins simple, il faut être plus créatif. Alors, les solutions apportées par une ceinture et trame bleue et verte, très rapidement, évidemment, on peut améliorer la qualité de l'eau, de l'air, la biodiversité, le contact homme nature. On a vu les inondations tout à l'heure, la sécheresse, la pollution atmosphérique. Au fond, tout ça est très relié dans un contexte urbain à la présence de l'arbre et idéalement d'autres strates, donc la strate arbustive, la strate arborescente. Et tout ça concourt à une qualité de l'eau, à une meilleure gestion de l'eau. Alors, une trame bleue et verte pour Montréal. Karel l'a présenté tout à l'heure, je crois. Comment on peut protéger la qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent? Alors, on a voulu mettre l'emphase spécifiquement dans le 12 minutes qui nous est accordé sur une problématique particulière, c'est-à-dire les débordements. Alors, le pluvial, les pluies de plus en plus importantes au niveau des quantités tombées en quelques minutes ou quelques heures, amènent des débordements. Le réseau pluvial est connecté souvent et combiné avec le réseau d'égouts. Et on se ramasse avec des surverses un peu partout le long de l'île de Montréal. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ça? Évidemment, bien, on crée de la pollution dans le fleuve et on crée de la pollution sur les rives du fleuve. Donc, tout le volet accessibilité, tout le volet potentiel de mise en valeur est remis en question quelques heures, sinon quelques jours, à chaque fois qu'il y a un orage. Alors, comment protéger? Bien, au fond, c'est d'essayer de garder, comme disait Karel, l'eau sur le site, garder l'eau sur l'île et de la rendre le moins rapidement possible vers le fleuve, vers l'égout principalement, l'égout pluvial. Donc, c'est quoi les techniques qu'on recommande? Là, c'est plus pratique. C'est des techniques qui sont alternatives, mais pas tant que ça, qui sont de plus en plus adoptées par les municipalités ou même les entreprises privées. Donc, évidemment, les toitures vertes, la biorétention, de la déconnexion des gouttières, évidemment, des tranchées d'infiltration, des stationnements poreux, etc. Donc, des techniques qui sont existantes, qui sont promues par le MAMRO et qui, on n'a pas fait d'évaluation de coût là, chez NatureAction, mais qui sont quand même techniquement faisables. Un autre élément pour protéger l'eau, c'est d'augmenter les espaces verts qui contribuent à l'absorption des eaux de pluie. Donc, évidemment, si on peut avoir des plus grands parcs, des parcs avec bassins de rétention qui ont multiples usages, évidemment, si on peut limiter les espaces de stationnement, augmenter les espaces verts, tout ça contribue à garder l'eau sur l'île et la rendre le moins rapidement possible dans le pluvial. Et donc, limiter les débordements. Comment augmenter l'accessibilité des rives maintenant? Alors, parce que ce qu'on sait, c'est que, évidemment, si on protège un milieu naturel, on le protège pour qui? On le protège, oui, pour la biodiversité, mais on le protège d'abord et avant tout dans notre relation avec la nature pour nous, pour y avoir accès, pour en profiter, pour avoir les vertus de sérénité, de beauté spirituelle, etc. Et cette protection-là, et surtout cet accès-là,
va concourir à la protection. Plus on connaît quelque chose, plus on peut l'apprécier, plus on l'aime, et donc plus on a un sentiment normal de protection. Donc, nous, on préconise tout à fait chez Nature Action et au mouvement Ceinture Verte de favoriser l'accès aux milieux naturels, dont les rives. Alors, les stratégies proposées, vous avez pu les lire. Évidemment, j'imagine que ce PowerPoint-là va être disponible sur le site Internet. Alors, comment faire? Évidemment, et là, c'est loin un peu pour mes yeux, il y a toutes sortes de techniques qui existent pour augmenter l'accessibilité. Il y a les plages de sable, là où c'est possible techniquement et en respect des réglementations, les quais flottants, les aménagements aussi qui permettent l'accès sans baignade. Mais ce qu'on préconise, nous, évidemment, c'est qu'il faut travailler sur les deux plans. Il faut améliorer la qualité de l'eau à tout endroit, il faut limiter les débordements et donc favoriser à ce moment-là le réinvestissement par la population des lieux. Pour pouvoir se réinvestir les lieux, ça prend des accès aménagés. Comment on met en valeur tout ça? Alors, il y a évidemment plusieurs éléments. On parlait tantôt d'infrastructures pour y accéder, mais on peut aussi mettre en valeur les milieux naturels comme tels. Donc, une rive, c'est un milieu naturel, en tout cas, il peut l'être. On voit les deux premières photos, on ne voit pas nécessairement des milieux naturels, ou en tout cas des milieux avec une très, très, très faible biodiversité. Comment faire pour augmenter la biodiversité? Bien, c'est assez simple. Hein? C'est de planter, c'est d'aménager, c'est de créer de l'habitat selon les espèces, selon les possibilités techniques, selon les enjeux aussi reliés au bâtillage dans le fleuve, à la glace, etc. Donc, c'est pour chaque site, tout autour de l'île, il faut s'assurer d'avoir un plan d'action qui va permettre, avec une bonne caractérisation, des bonnes prescriptions, en impliquant des biologistes, des aménagistes, de pouvoir augmenter les trois strates. Donc, évidemment, la strate herbacée, strate arborescente, strate arbustive, pour créer de l'habitat. Donc, ça, c'est possible de créer de l'habitat spécifique, choisir les espèces qu'on désire et augmenter la qualité du contact nature, la qualité du milieu comme tel. Et au bout du compte, restaurer, augmenter l'attractivité de notre belle métropole. Un exemple de projet, les flèches sont pas bonnes, je ne sais pas si je peux pointer avec ça. Ouais. Alors on a ici, ça c'est l'étape 1, les flèches sont inversées. On a ici un ruisseau qui n'est pas sur l'île de Montréal, malheureusement, qui était enroché, donc on avait des gabions et de la belle pelouse. Donc, c'est tondu, un petit peu de végétation qui a réussi à s'infiltrer, mais au fond, on garde le ruisseau où il est, il n'y a pas de mouvement, il y a peu d'habitat. Ce que nous, on a fait avec la municipalité, c'est d'enlever les gabions, de refaire une pente et de permettre à la végétation, avec des plantations, d'agrandir son périmètre d'action. Et évidemment, je ne sais pas si ça marche encore, ça. Oups, la batterie est morte. On a... Ah non. Non. On a la tortue dans le coin en bas, qu'on voit bien. La végétation, la faune, la flore reprend ses droits. Évidemment, c'est très imagé, c'est un exemple, mais ça se démontre, ça s'organise. Il y a des professionnels qui peuvent faire des plans de conservation, de mise en valeur des milieux naturels. On le fait pour les milieux forestiers, on peut le faire pour les milieux humides, on peut le faire pour les milieux, évidemment, riverains. Ce qu'on peut faire, donc, comme stratégie, ce qu'on recommande, c'est... Un élément particulier qui est très possible à peu de frais, c'est de sensibiliser les propriétaires riverains, qui comprennent c'est quoi une rive, qui comprennent c'est quoi, qui ont souvent, on le voit sur la photo, ils sont propriétaires et ils sont construits dans la rive bien souvent. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces gens-là pour améliorer leur contact avec cette rive-là, avec cette eau-là? Comment ils peuvent améliorer la bande riveraine? Il y a des stratégies qui existent. Nous, on préconise l'intendance privée, donc de mobiliser les citoyens, quartier par quartier. Dans la plupart des cas, c'est des citoyens institutionnels ou corporatifs. Dans ce cas-ci, sur la photo, on voit des citoyens résidentiels. Ce qu'on propose pour Montréal, c'est une eau propre, des accès aux fleuves, nombreux, une biodiversité riche, abondante. C'est tout simple. Alors, nos sources, évidemment, on a identifié une problématique spécifique qui est les débordements. On a fait des recherches pour essayer de trouver de l'information qui nous permettrait,
de cautionner les données qu'on a trouvées, de valider les données qu'on a trouvées. S'il y a des gens dans la salle qui peuvent nous informer sur les avenues qui sont prises par les différentes administrations publiques pour limiter ces débordements-là, on est intéressé à les entendre. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. L'arrondissement Saint-Laurent a adopté une politique pour réduire ses stationnements. On le voit un peu plus tôt dans la présentation. C'est une politique qui a fait des gains, qui a gagné un prix Ovation municipal à la dernière salon de l'UMQ. Et ils ont fait des gains non seulement en matière de protection de l'environnement, de réduction des coûts d'eau, mais aussi en matière économique. Parce que le stationnement, il n'était pas construit. Alors, il pouvait agrandir les zones construites, réduire le stationnement, mettre un toit vert. Donc, on concourt aux grands objectifs de développement durable, qui est le social, l'économique et l'environnemental. Donc, si Saint-Laurent le fait, l'ensemble de Montréal peut le faire. Merci. Merci, M. Bigras. Juste une petite question par curiosité. Si justement vous avez choisi cette problématique là, de réduction des débordements au fleuve, est-ce que c'est parce que ça vous apparaissait une cible prioritaire pour Montréal, compte tenu de notre thématique là, de protection des rives? Est-ce que vous pourriez le situer comme ça? Mais je ne veux pas vous forcer. J'essaie de comprendre pourquoi vous avez choisi cette problématique-là. Oui. Comme ça, ça va? Oui. On aurait pu prendre, par exemple, l'angle, et puis je ne sais pas si Sylvie va apporter cet exemple-là, de l'Université de Montréal qui a décidé de déterrer des cours d'eau qui coulaient de la montagne et de créer des milieux humides, des milieux naturels et de créer des bandes riveraines sur le territoire. Parce qu'évidemment, il y a la bande riveraine fleuve, qui est un enjeu majeur. Les débordements, je pense que c'est assez au cœur de la qualité de l'eau et de la possibilité d'accéder à l'eau. Mais il y a l'enjeu de remettre à jour les cours d'eau et de recréer des bandes riveraines et donc d'avoir une trame bleue beaucoup plus tissée serrée. Actuellement, on a une trame bleue souterraine qui est le pluvial. Donc, on aurait pu prendre d'autres axes, là, mais on avait 12 minutes, alors c'était pas facile. Ce n'est pas nécessairement parce que ça vous apparaît la cible prioritaire ou une. Bien, c'est assez important, c'est oui. Important. Oui. OK. Peut-être, M. Oder, avant de passer à Mme Guilbeault, qui, elle, va nous parler de la montagne, de votre côté, est-ce qu'il y a eu des éléments de bilan qui pourraient être intéressants de partager aujourd'hui sur toutes ces questions reliées à la biodiversité ou à la protection des rives ou aux écosystèmes en général? Dans la salle savent, on a depuis 2004 une politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, avec un objectif que vous avez mentionné là, de 6 % en milieu terrestre. J'en profite d'ailleurs pour corriger le tir au niveau de notre bilan. Vous avez parlé de 5,4 sur un objectif de 6. Depuis ce matin, on est à 5,78. 150 hectares qui se sont rajoutés ce matin au comité exécutif d'une décision là, de mettre en conservation 150 hectares additionnels qui faisaient partie du fonds privé de la ville. Donc, tous les terrains municipaux dans les écoterritoires, il y a 150 hectares qui sont protégés. Donc, ça se rajoute. J'en profite pour faire cette petite annonce et de dire qu'à tous les 2 ans, donc, on a fait un certain nombre de bilans de notre politique des milieux naturels et tout dernièrement, on vient de faire un rapport sur la biodiversité de Montréal. C'est un travail colossal qui a été fait en collaboration avec plusieurs organismes. Et j'inviterai ceux qui sont intéressés à inscrire leur nom à l'arrière. Puis on peut vous envoyer, vous poster une copie de ce rapport qui a également été adopté là, il y a 2 semaines là, au comité exécutif, qui fait vraiment le bilan de où on en est par rapport à tout l'enjeu de la biodiversité à Montréal. Donc, merci de cette occasion là, de faire de ma petite annonce. Merci. J'en profite pour souligner la présence de M. Richard Bergeron. Est-ce qu'il y a d'autres élus dans la salle? Oui. Bonjour, madame. Vous voulez nous dire qui vous êtes? Bon. Alors, merci d'être là. Maintenant, on va passer à mme Sylvie Guilbeault. Comme vous le savez, la montagne, c'est très important à Montréal. Hein? Nous, on a eu des expériences en consultation publique qui nous ont fait une démonstration absolument sans équivoque de l'attachement des Montréalais au Mont-Royal. Et on a eu 200 pages de commentaires absolument émouvants sur les expériences que les Montréalais ont sur la montagne ou en rapport avec la montagne. Alors, mme Guilbeault va nous parler de la montagne aujourd'hui. Bonjour. Alors, merci de l'invitation. Je suis très heureuse de parler de la montagne. C'est mon quotidien depuis plusieurs années.
je suis très généreuse de mes photos. Je vais essayer de rester dans le 12 minutes cependant. Alors, c'est pour vous amener la montagne en ville parce que c'est le souhait qu'on veut, qu'elle descende dans la ville, cette montagne. Alors, c'est sûr qu'on est inscrit dans le panel aujourd'hui sur l'avenir du patrimoine naturel. Nous, la montagne est inscrite sous ce thème-là, mais je pense qu'elle aurait pu venir dans tous les autres thèmes aussi parce que la montagne s'inscrit dans le quotidien de Montréal sur plusieurs aspects. Alors, je vous cite quelque chose rapidement. Le Mont-Royal, si proche et si loin, c'est inconnu. Tout le monde dit connaître la montagne, mais à un moment donné, on s'aperçoit en parlant aux gens qui disent « Ah, mais je ne suis pas au courant de ça ». Les gens pensent de façon générale souvent que la montagne, c'est le parc du Mont-Royal et qu'elle est bien protégée. Alors, quand on commence à discuter des grands enjeux avec les gens, il y a bien des choses qu'on s'aperçoit que les gens, les Montréalais ne connaissent pas la montagne si bien. Mais depuis 150 ans, les Montréalais défendent bec et ongle leur montagne. Alors, les amis existent depuis 30 ans, mais il y avait bien d'autres citoyens de Montréal avant nous qui défendaient leur montagne. Et le Mont-Royal, on dit, il domine la ville, ce joyau reste fidèle à ce qu'on attend de sa présence, un point de repère, un haut lieu patrimonial où se côtoient nature, culture et histoire. Alors, la semaine dernière, on tenait, vendredi dernier, le sommet du Mont-Royal, qui a été organisé par les Amis de la Montagne avec la Ville de Montréal pour identifier les grands enjeux. Et c'est ce que je vais venir vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais déborder du naturel pour toucher d'autres éléments. Et à ce sommet, il y avait Jean Descaries, qui est bien connu de plusieurs comme urbaniste, et qui a dit « La montagne, c'est la mère de la ville et le fleuve est son père ». Alors, j'aimais bien l'image. Et je dirais qu'entre les deux, là, entre la mère et le père, il y a les enfants qui sont probablement les Montréalais. J'ajoute ça, je ne sais pas si Jean va me le permettre. Mais c'est pour dire, et tantôt, Mme Roy le disait, c'est un cahier, si vous ne l'avez pas vu, c'est un cahier qui a été fait, qui a été publié en novembre 2012 pour dire comment les Montréalais sont attachés à leur montagne, même maintenant, après 150 ans, et peut-être encore plus aujourd'hui. Alors, je vais quand même prendre le temps. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui connaissent très bien la montagne et ses limites. Mais juste pour vous dire, vous avez le parc du Mont-Royal ici, le parc Summit, l'aire protégée du Mont-Royal. Alors, cette ligne, c'est le site patrimonial décrété par le gouvernement du Québec. Et cette autre ligne, qui n'est pas tout à fait droite, pourrait être... c'est plus la montagne comme telle, la colline montérégienne, qui est le Mont-Royal. Alors, il y a seulement une partie de la montagne qui est protégée par le gouvernement du Québec. On la voit un petit peu mieux ici. Il y a des études sûrement qui viendront peut-être un jour dire qu'on a tort, mais cette montagne, on continue à croire qu'elle est unique en Amérique du Nord. Souvent, les gens comparent avec Central Park, mais c'est tellement plus que Central Park, le Mont-Royal, parce que c'est un parc avec des grandes propriétés institutionnelles qui sont venues s'installer sur les flancs et qui font partie du bien commun, du bien collectif. Et on peut avoir accès à la montagne à travers ces grandes propriétés institutionnelles. Donc, c'est vraiment unique en Amérique du Nord. Et ça, dans le plan de développement de Montréal, où on dit on doit chercher des éléments identitaires de Montréal, mais le Mont-Royal est certainement un élément très fort de l'identité de Montréal. Ici, on a une autre vue de cette montagne. Elle paraît un peu plate sur cette photo, cependant. Mais on voit la ville autour qui est venue s'installer, qui est venue entourer la montagne. On ne voit pas tout le tour, mais pour voir la présence de ce poumon vert, parce que les gens appellent encore le Mont-Royal comme le poumon de Montréal. Et dans un développement urbain, c'est vraiment important de comprendre que la montagne devient de plus en plus importante et ces espaces verts également pour la qualité de vie. Il y avait le recteur de l'Université de Montréal, M. Breton, qui récemment, parce qu'il y a une exposition au Centre d'histoire de Montréal sur les 70 ans de la présence de l'université sur les flancs de la montagne, qui disait dans son allocution que c'est la plus belle montagne urbaine au monde. Alors, je trouvais qu'on avait vraiment fait un beau cheminement quand nos dirigeants des institutions, qui historiquement sont venus faire leur place sur la montagne, commencent à dire, mais nous, on veut développer ailleurs que sur la montagne, et c'est la plus belle montagne urbaine au monde. Alors, les enjeux qui ont été discutés au sommet vendredi dernier
parlait de la silhouette de la montagne comme figure dominante du paysage urbain et métropolitain. L'autre enjeu, l'intendance des milieux naturels et leur connectivité, la transformation des grandes propriétés institutionnelles sur les flancs de la montagne et la gouvernance du territoire. Alors, je vous les passe rapidement. Vous avez une vue ici du pont Champlain, qui va lui-même être transformé. C'est une vue que presque tout le monde connaît. Vous avez traversé le fleuve de ce côté-là. Et donc, c'est la signature de Montréal. La présence de la montagne, c'est très important dans la signature de Montréal. Il y a des images qui démontrent dans l'atlas du paysage, si on enlève la montagne, on ne reconnaît plus Montréal. Souvent, les gens nous ont dit, on arrive en avion, on sait qu'on est à Montréal quand on voit la montagne. On arrive du pont Champlain, on sait que c'est Montréal. Et soudainement, on a vu apparaître une tour qui a complètement changé le paysage. C'est sur l'île des Sœurs. Et ça porte à réflexion, est-ce qu'il faudrait vraiment se pencher sur... On a des outils, il y a des choses qui ont été développées, mais peut-être faut aller plus loin dans nos outils, et c'est prioritaire parce que ce sont des enjeux importants, et c'est assez difficile à les transformer par la suite, une fois c'est construit. Les vues depuis le Mont-Royal aussi, quand on parlait du fleuve et de la montagne, mais de la montagne, on voit le fleuve. Et c'est important, ce lien historique, ce lien patrimonial, ce lien qui nous rappelle qu'on est sur une île. Et là, je vous porte attention que les gens qui sont sur le belvédère ont des skis dans leurs mains. Ils sont venus à pied. Ils sont venus en ski probablement, et c'est gratuit. Et du centre-ville, on peut faire du ski au centre-ville, au centre de la ville. Alors, c'est volontaire. Et j'amène cette image que j'aime beaucoup. Ce sont des affiches qu'on a retrouvées dernièrement, qu'on a fait une exposition. Et au sommet du Mont-Royal, il y avait M. Julian Smith qui nous a parlé de l'appropriation des Montréalais qui doit être faite, parce qu'on peut avoir des outils réglementaires pour baisser les bâtiments, mais il faut d'abord que les Montréalais disent « cette montagne, elle est importante ». Et puis c'est dans le culturel et dans l'imaginaire des gens aussi, dans la vie des gens que ça va prendre forme. Alors, vous voyez, le Mont-Royal, dans les années 50, ressemblait au Mont Fuji, ou à peu près. C'est juste pour montrer comment le Mont-Royal est important dans la vision des gens pour dire « venez skier sur votre montagne ». L'intendance des milieux naturels, ça c'est une photo peut-être bien connue des années 1950 où on connaissait moins bien l'écologie et la façon de gérer nos milieux naturels. Et au sommet du Mont-Royal, il y a une coupe, on l'appelait la coupe de la moralité. Alors il fallait enlever les sous-bois pour éviter des actes non permis ou indécents, jugés indécents à l'époque, ce qui a eu des effets catastrophiques sur la forêt, mais grâce à cette vision, au développement des connaissances et à l'implication de la ville, les amis ont collaboré également, il y a eu des plantations qui ont été faites, et on est en train de remettre en état cette forêt, et ça c'est vraiment important. Donc ça fait partie de préserver un milieu naturel qui est important, puis vous voyez la beauté des paysages maintenant. Là, on n'est plus dans le parc, mais on est dans les cimetières. Quand je dis on peut sortir du parc, alors on peut se promener dans les cimetières qui sont également une grande richesse pour Montréal. Il y a eu des gestes audacieux dans le passé. Par exemple, la démolition des appartements Clifton, qui est sur Côte-des-Neiges, et cet espace-là a été complètement renaturalisé. Les gens qui n'ont pas connu les appartements Clifton ne savent pas qu'il y a déjà eu un bâtiment à cet endroit-là. On a parlé au sommet également avec M. Bellec de la connectivité. Vous voyez la montagne derrière et le parc La Fontaine ici à l'avant. Alors, la connectivité, comment faire descendre la montagne qui est... Et c'est intéressant, je fais une parenthèse, Mme Josée Duplessis, lors du sommet, à la clôture, elle a dit « Je suis vraiment impressionnée de ce qui a été dit aujourd'hui. » Puis elle dit « On a un changement de paradigme. Il y a quelques années, on parlait « Il faut protéger nos milieux naturels. » Et ce qui a été beaucoup dit lors du sommet vendredi, il faut développer maintenant. Il faut s'en aller en ville, il faut faire, puis Pascal Bigran a parlé aussi, de connectivité. Il faut se relier aux autres espaces naturels. Alors, il y a de la place à Montréal dans cette vision d'avenir pour faire des liens entre nos espaces naturels. Un des grands thèmes qu'on devrait retrouver dans le plan de développement de Montréal, c'est la mutation des grands domaines institutionnels. On en a mentionné 4 particulièrement qu'on sait qu'ils vont déménager très bientôt. Alors, vous avez le couvent Saint-Nom de Jésus et Marie à Outremont, donc qui est en mutation, qui appartient maintenant à l'Université de Montréal, mais qui est à la recherche d'une nouvelle vocation. L'hôpital Royal Victoria sur le flanc sud, l'hôpital Hôtel-Dieu et également... Vous voyez dans le coin, à côté de l'hôpital général, l'hôpital Schreiner en
blanc et rouge. Donc, ce sont de grands domaines institutionnels pour lesquels il faut trouver une nouvelle vocation. Et quand on dit, on cherche des grands projets pour Montréal, le nombre de pieds carrés qui va se libérer, on compare parfois à l'équivalent de la place Ville-Marie, où j'ai entendu aussi à 40 terrains de football, ça reste que c'est immense comme espace. Ce sont des endroits qui appartiennent présentement à la collectivité. Et le plan de développement de Montréal est l'occasion de dire on veut avoir des projets créatifs qui représentent les Montréalais et qui vont rester dans le bien public. C'est pour vous montrer une très belle vue. Vous voyez, on a le Ravenscraig, le Royal Victoria qu'on voit, mais devant le réservoir McTavish, on est quand même au centre-ville de Montréal ici, puis c'est des éléments importants à conserver. Un autre thème était la gouvernance. C'est important de se pencher sur comment gérer ce territoire et les grands projets. Ici, je vous montre une image de, je crois que c'est dans les années 40, l'intersection Parc-Pain. Et vous voyez à votre gauche l'échangeur avant qu'il soit démoli et la nouvelle intersection. Alors, c'est une image, je ne sais pas si c'est la dernière, mais c'est pour montrer que ce projet, seulement parce qu'on parle d'un plan de 20 ans. Et des grands projets, c'est minimum 20 ans. Alors, l'échangeur, on a commencé à en parler en 1986, de le démolir. Et c'était en 2006, 2007, avant que les travaux se terminent ou soient presque finalisés. Alors, un plan de 20 ans, il faut dire, il y a des projets qu'il faut identifier et ça prend plusieurs années. De l'autre côté de la montagne, l'échangeur Remembrance Côte-des-Neiges, c'est une autre époque également. Lui aussi doit être refait et c'est important, c'est l'entrée du parc, c'est la voie patrimoniale Côte-des-Neiges. Alors, il y a une mise en valeur très importante qui doit être faite sur ce projet. Le projet du chemin de ceinture, c'est aussi un projet de plus de 20 ans. Il est en train de se finaliser et c'est un très beau projet qui va faire en sorte que les Montréalais, piétons, cyclistes, vont se réapproprier 2 des 3 sommets du Mont-Royal. On espère éventuellement 3, en faisant la connexion du côté de la colline de Westmount. Mais ce sont des projets qui répondent à la fois aux besoins des citoyens, qui mettent en valeur Montréal, sa montagne, mais ce sont des projets de longue haleine. Un autre projet qui est magnifique, qui aussi de presque 15 ans, c'est le réaménagement de tout le secteur du lac aux Castors. Ici, vous voyez, c'est un travail de moine qui a été fait. Le bassin est en train d'être refait. C'est plusieurs millions qui sont investis dans ce projet. Je vous montre une photo parce que je l'aime bien, de 1938, quand ils ont fait le premier lac. Et vous voyez, c'est là qu'ils l'ont appelé le lac aux Castors, je dirais, parce qu'ils ont trouvé du bois grugé par les castors. Mais ce sont des projets qui sont autant au niveau historique, patrimonial, économique, très importants. C'est vraiment un immense chantier au lac aux Castors et le résultat va être formidable. Mais il y a eu un investissement privé à la base, une volonté politique de le faire et plus de 24 millions qui vont avoir été investis sur ce projet. On a refait le pavillon, il y a une patinoire artificielle, on a refait l'aire de jeu pour enfants, et là, la dernière étape, c'est on refait le bassin, et pour le bénéfice des Montréalais. Donc, ce sont des milliers de familles qui profitent de cet endroit-là à chaque année, et ça va être fait pour longtemps. Mais c'est un projet, ça aussi, de plus de entre 10 et 15 ans. L'escalier qui mène jusqu'au chalet, l'entrée Pile, qui est magnifique. Le chalet du Mont-Royal, on en a beaucoup parlé. C'est un projet qui devrait être également dans le plan de Montréal parce que c'est un lieu de rendez-vous des Montréalais. C'est une signature de Montréal. C'est là que les touristes viennent. Je l'aimais celle-là aussi. C'est dans les années 50. Vous voyez, il y avait des concerts au chalet. Mais on voit la pollution en ville maintenant. C'est ce qu'on ne voit plus. Mais c'est dans l'idée de faire revivre ce lieu-là, mais pour le bénéfice des Montréalais également, pour qu'ils s'approprient leur montagne. Bon, la salle est toujours magnifique, mais elle a besoin un peu de vie. Et là, je vais dans le très pointu, parce que dans la gouvernance, il y a des investissements pour les grands projets, mais il doit y avoir aussi des investissements pour la gestion de ces lieux-là. C'est vraiment important, parce que là, on parle de milieu naturel. Il y a une gestion fine qui doit être faite de l'argent pour de l'entretien, pour des équipes sur place, parce que là, c'est vraiment des problèmes.
je peux vous dire que presque à toutes les fois qu'on sort, les gens nous parlent de leur raton laveur dans leur cours. Mais c'est juste pour vous montrer quelques exemples où il n'y a toujours pas de piste de vélo de montagne à Montréal. Les gens viennent encore sur le Mont-Royal de façon illégale. Et il y a une multiplication de sentiers. M. Adair nous en a parlé au sommet du Mont-Royal. Combien il y a de sentiers illégaux. Donc, c'est juste pour démontrer que, oui, il y a les grands projets, mais dans une vision d'avenir, il y a aussi une gestion au quotidien qui doit être faite très fine. Et il y a des événements internationaux aussi parce que le Mont-Royal, ça fait partie de la signature de Montréal au niveau international. Donc, l'important de pouvoir investir pour connaître, comprendre et agir pour que les citoyens se sentent impliqués. Et là, Karel et moi, on ne s'est pas parlé. Karel, tu as parlé de ton renard. Je ne sais pas si c'est le même. Et je ne voulais pas faire compétition avec l'Office de consultation publique, Mme Roy. Mais ce renard-là, on l'a filmé au printemps dernier. Il prenait du soleil au cœur de la montagne, et c'est 24 000 clics sur YouTube qui ont été faits pour voir le renard en quelques... C'est pour dire comment c'est important aussi cette faune au centre de Montréal. Et finalement, mais je finis avec les enfants qui regardent Montréal de demain, et pour dire... peut-être juste conclure sur les grands thèmes, c'est important de réaffirmer très fort que le Mont-Royal fait partie de l'identité de Montréal, d'étendre la montagne dans la ville, parce que la montagne a aussi beaucoup à donner et à partager avec la ville. Important que dans le plan de développement de Montréal, on puisse parler de l'avenir de ces propriétés institutionnelles qui sont en changement. S'il y a un projet sur lequel on doit tous travailler ensemble, c'est de trouver un avenir pour ces propriétés où les citoyens vont être partie prenante du processus et on va être créatifs, audacieux, et qu'on va trouver un partenariat privé-public pour faire en sorte que ces propriétés fassent partie de la montagne et de son patrimoine. Et évidemment, se donner les moyens financiers, avoir des équipes pour bien gérer ce territoire unique. Merci. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Alors, écoutez, on peut profiter d'une 20-25 minutes d'échange, si vous voulez, les questions. Juste vous rappeler un petit peu l'objectif de ces séances-là. Évidemment, on cherche à faire en sorte que vous puissiez accumuler le plus d'informations possible pour, en deuxième partie, venir nous proposer votre opinion sur le plan de développement de Montréal. Donc, ces périodes de questions-là peuvent être à la fois, ou de commentaires, vous pouvez commenter, peuvent être adressés aux représentants de la ville pour mieux connaître le contenu du plan. Ils peuvent être adressés à l'un ou l'autre de nos panélistes pour connaître mieux ou commenter leur intervention. Et ce qu'on cherche d'une manière plus générale, ce sont des cibles dont on pourrait se doter pour les prochaines années. Ce sont des stratégies, ce sont des moyens, ce sont des commentaires sur ce qui nous est proposé aussi par la ville. Alors, est-ce que j'ai des gens qui ont des questions, des commentaires? Oui, madame, venez. Vous vous identifiez. Bonjour. J'étais dans une conférence, c'était, je pense que c'était l'année passée, ils en parlaient, c'était une parc écologique, je pense que c'était dans le secteur La Salle. Et la personne qui s'occupait de renforcement des bordures, des bords de l'eau, par des petites pierres et des filets en acier. Et ils ont expliqué dans la conférence qu'on perdait 6 pieds de bord de l'eau à chaque année. Et c'était subventionné par le ministre de l'Environnement du Québec. Et est-ce que vous avez fait des études ou est-ce que vous avez accès à des études par satellite pour des études, autrement dit, que ce secteur-là, des pertes de bord de l'eau autour de l'île de Montréal? Ça, c'est intéressant. Monsieur, peut-être on irait chez vous, Monsieur Adair, la question de l'érosion. En fait, c'est un problème localisé autour des Rapides de la Chine. Je pense que vous parlez du parc des Rapides à Ville-la-Sarre. Donc, oui, effectivement, il y a une érosion importante. Il s'agit d'une digue qui est à proie à l'érosion. C'est une digue qui appartient à Hydro-Québec. Actuellement, Hydro-Québec voudrait intervenir. En même temps,
nous dit qu'elle n'a plus d'usage pour ces propriétés-là, voulait remettre ces propriétés à la Ville de Montréal. La Ville dit, bien, avant de prendre charge de ces propriétés-là, on aimerait ça que vous régleriez un certain nombre de problèmes, dont le problème d'érosion et d'intervention. C'est une problématique, je dirais, qui est spécifique à ce site-là. De ma connaissance, le problème d'érosion des berges à Montréal n'est pas un problème généralisé. C'est un problème qui est spécifique à cet endroit-là. C'est un problème tout à fait important, mais qui est spécifique. Ce n'est pas un problème... Merci, c'est ça que je voulais savoir. Et deuxièmement, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a des études UNESCO pour protéger le patrimoine de Venice. Venice is sinking. Et comme l'île de Montréal, c'est une île, en effet, je me demande, on fait la construction, je me promène d'une réunion de municipalité à l'autre, et je me demande, comme l'île de Montréal, c'est une île, combien des bâtiments, des condos on peut faire construire avant qu'on se trouve dans la même situation que Venise, on va créer une grande osco. Oh là là, ça c'est une grande question. Oui, M. Méran. Je voudrais répondre à vos deux questions, mais d'abord la deuxième, c'est assez simple. Venise, c'est une lagune, c'est construit sur des piliers. Montréal, c'est du roc. Alors, il n'y a pas de danger vraiment. Là. Mais ça se peut qu'il y ait des maisons là, qui sont dans des sols argileux qui commencent à renfoncer sur le plateau, mais c'est une autre question. Mais la question que vous posez sur l'érosion, selon moi, elle appelle une autre question qui est celle de l'artificialisation des berges. Alors, là où je vis, moi, il y a encore Hydro-Québec qui a fait un barrage hydroélectrique il y a peut-être 60 ans ou plus, je ne sais pas. Mais la rivière des Prairies, elle est entièrement artificialisée. C'est des murets de béton tout le tour. Alors, ça fait deux choses. Premièrement, la rivière, elle n'est pas en bon état, parce qu'elle n'a pas ses filtres naturels, si on veut. Et l'autre problème que ça cause, c'est que là où je vis, moi, puis c'est un exemple qu'on pourrait reproduire partout à Montréal, je suis certain, c'est qu'il y avait une rivière avant. Il y avait un petit ruisseau qui se jetait dans la rivière des Prairies. Il a été canalisé. Mais il reste une cuve naturelle. Puis ensuite, il y a le muret de la digue d'Hydro-Québec. Ce qui fait que l'eau s'accumule là et qu'à chaque année, des maisons sont inondées. Donc, il y a quelques années, la Ville a travaillé très, très fort pour mettre des plus gros tuyaux, tout ça. Mais quand il pleut beaucoup, ça continue de s'inonder parce que la nature fait son chemin. Puis quand on a mis un muret de béton entre une rivière et un ruisseau, le ruisseau, l'eau cherche à aller ailleurs, donc elle remonte dans nos toilettes. Et je pense que l'idée comme quoi il faudrait renaturaliser les berges un peu partout dans le Grand Montréal, ça contribuerait entre autres à améliorer la qualité de l'eau du fleuve, mais aussi à éviter plusieurs des problèmes qu'on a. Merci beaucoup, madame. Alors, j'ai une question ici du président, puis ensuite, on va passer aux amis qui sont au micro. Allez. Monsieur Oder, une question pour vous. Dans le plan de développement, lorsqu'on donne des pourcentages de protection des milieux terrestres, on fait toujours référence à des pourcentages reliés à la superficie du territoire de l'agglomération. Ce que vous nous avez donné, c'est la ville, les pourcentages pour la ville ou pour l'agglomération? L'agglomération. Pour l'agglomération. Okay. On n'a pas les pourcentages correspondants pour la ville. Je ne les ai pas, non. En tête, je ne pourrais pas vous les donner. Merci. Merci beaucoup. Madame, vous vous identifiez, s'il vous plaît? Oui. Hélène Boudier, citoyenne de Montréal. Hélène Boudier. Je pense que notre sténotypiste n'a pas entendu. Allez-y. Moi, je voudrais revenir. Tout d'abord, je voudrais remercier les panélistes pour leur présentation qui était fort intéressante. Mais je voudrais revenir sur le plan de développement de la ville de Montréal, puisqu'on est là pour ça. Dans la vision du plan de développement, la ville énonce que le défi du développement pour façonner une ville contemporaine s'appuie sur les principes de développement durable. Ça, c'est à la page 13 de son plan de développement. La ville présente aussi sous un habillage intégré pour une plus grande cohérence, si j'ai bien suivi les explications qui étaient données lors de la présentation du 3 juin, l'ensemble des programmes, des plans existants déjà, déclinés sur 3 axes, qui sont vivre et grandir à Montréal, travailler et étudier à Montréal, aménager la ville. Dans son introduction,
la Ville mentionne que le plan de développement servira de cadre de référence pour la révision du schéma d'aménagement de l'agglomération et le plan d'urbanisme. Donc ma question vient de ces inquiétudes-là. Mon interrogation porte sur les liens entre l'énoncé de départ et le corps du plan. Donc ma question s'adresse finalement à l'ensemble des panélistes, car il semble que l'énoncé de départ en termes de principe de développement durable disparaît dans la nature. Donc vous êtes bien Vous voulez qu'ils placés. commentent? Vous voulez que les panélistes commentent cette... Oui, et j'ai une deuxième question. Oui, une allez-y. sous-question, là. En tout cas, la sous-question, si vous aviez à vous inscrire dans le plan de développement tel que présenté actuellement, dans quelle catégorie ou secteur une approche écosystémique trouverait-elle place? Est-ce qu'une approche écosystémique peut être solvable dans une catégorie sectorielle? Oh, alors, d'abord, le lien avec le développement durable. Le plan lui-même en lien avec le concept de développement durable ou comme outil de mise en œuvre du développement durable. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Je vais prendre la deuxième. Vas-y donc, Coralie. Vas-y donc. OK. Madame Je ne savais Denis? pas que je pouvais parler, mais Ah si oui, je parle oui, après. OK. Tout le monde peut Tous parler. les panélistes ont le droit de parler. Oui, pendant les périodes de questions, allez-y. Parce que c'est sûr qu'en tant que représentante du Conseil régional de l'environnement de Montréal, j'allais aborder dans ma présentation plus tard la question plus de certains éléments montréalais. Ce que vous amenez au fond, c'est que dans le PDM, il y a une vision qui sont les premières pages très globales, donc où le développement durable doit être intégré tel qu'il est inscrit. Mais ensuite, il y a un plan d'action dans lequel, au fond, devraient s'inscrire tous les éléments. Alors, si on revient, parce que le développement durable, c'est très large. Aujourd'hui, on est plus dans la thématique des milieux naturels. C'est sûr qu'il faut absolument que s'inscrivent, selon moi, de façon plus précise dans la partie plan d'action, qui est la deuxième partie du document, des éléments qui sont en référence avec le développement durable. Et je pense que mes collègues ici ont abordé différentes thématiques, évidemment toujours en lien avec les milieux naturels, qui est la question aujourd'hui abordée. Il peut y en avoir bien d'autres, et les autres journées ont permis d'aborder ces questions-là. Mais au niveau des milieux naturels, il faut que ça se concrétise sur le territoire, au niveau autant des grands enjeux liés à la montagne ou d'autres grands parcs qu'on a, j'en parlerai plus tard, mais aussi toute la question de l'accessibilité, donc le côté social, comment on redonne les milieux naturels ou qu'on verdit, qu'on permet à la population de se réapproprier les milieux qu'on a mais qui ne sont pas accessibles, les espaces verts autant que bleus, ruisseaux et rives. Alors, je vous dirais que c'est inscrit à l'intérieur dans les grandes lignes. L'articulation, selon nous, doit se faire beaucoup plus au niveau du plan d'action pour que ça se reflète concrètement sur le terrain après par des actions, parce que l'objectif du plan, c'est d'avoir un plan d'action qui lui est associé après. C'est là où on verra si concrètement le développement durable est inscrit. Monsieur Bigras, j'ai eu l'impression que... Oui? Oui, bien écoutez, nous, notre action, on accompagne les municipalités dans des plans d'action de développement durable. Puis la difficulté, c'est toujours ça, c'est la cohérence. C'est de faire de l'intégration entre des éléments de développement économique, social et environnemental, puis d'arrêter de travailler en silo. On est formé comme ça dans nos professions. On travaille dans des divisions, dans des directions. On nous demande de participer à des consultations sur des thématiques sectorielles. Donc, on travaille comme société en silo. Et la difficulté, c'est de sortir de ces silos-là puis de prendre des décisions dans un plan comme ça d'ensemble où on peut reconstruire notre ville sur 50 ou sur 100 ans avec une vision globale. Tantôt, j'ai parlé de débordement. Pourquoi j'ai parlé des débordements? Parce que la qualité de l'eau n'est pas bonne. Si la qualité de l'eau n'est pas bonne, on ne va pas sur le bord des rives. Si on ne va pas sur le bord des rives, on n'apprécie pas le milieu naturel. Si on n'apprécie pas le milieu naturel, on ne le protège pas, on n'investit pas pour le restaurer. C'est une démarche cohérente. Puis si je reviens un peu plus en arrière, le problème des débordements, c'est l'auto. Alors là, je suis vraiment sorti de mon silo. Là, je suis rendu dans l'aménagement du territoire, je suis rendu dans le transport, je suis rendu dans un paradigme de vision de société. La Ville de Montréal appartient à l'automobile et non pas à ses citoyens ni à ses milieux naturels.
Donc, il faut réduire l'espace donné à la voiture pour pouvoir reconnecter, faire des trams, enlever de l'asphalte, mettre de la pelouse, mettre des espaces verts pour les citoyens. Puis je suis parti des rives. On pourrait faire la même réflexion dans d'autres types d'enjeux. On pourrait parler de prostitution, on pourrait parler de personnes âgées, on pourrait parler... Il faut intégrer les problématiques et c'est très difficile. On n'est pas formé à ça, puis on n'a souvent pas le temps d'approfondir ces dynamiques-là. Monsieur Méran. C'est très intéressant parce que c'est pas uniquement qu'on n'est pas formé comme ça, c'est qu'on commence par diviser tout le territoire en morceaux de tarte. Puis quand on a fait ça, ensuite, on divise chaque morceau de tarte en fonctions, en silos. Tout notre mode de pensée, et on découpe les problèmes en morceaux, on ne pense pas de façon intégrée. Et l'idée, le concept de ceinture verte ou de trame verte et bleue, c'est justement un concept qui nous force à réfléchir à un niveau d'éco-territoire, premièrement de l'écosystème dans son ensemble, puis de la grande collectivité, donc de réfléchir à une échelle naturelle. Et si on s'inspire de ça pour les actions qu'on va entreprendre au niveau municipal, local, dans chaque arrondissement, ou dans chaque municipalité ou dans chaque MRC, bien, à tout le moins, les gestes commencent à s'additionner. C'est-à-dire que même si on continue de fonctionner dans nos carcans administratifs ou dans nos silos, à tout le moins, on a une vision, on est capable de s'élever un petit peu plus loin que le bout de notre nez pour pouvoir voir ça. Alors moi, ce que je vois d'intéressant, c'est bien qu'on ait tendance à diviser les choses, si la vision demeure de faire prendre de l'expansion à la nature, parce qu'on ça a l'air qu'on ne fait plus que protéger, je suis vraiment content d'apprendre ça ce matin. D'ailleurs, je vous dirais que la nature ne devrait pas être une destination. On vit dans la nature, puis il n'y a pas juste le renard dans le cimetière, là. Je veux dire, on vit dans la nature tout le temps. Et donc, si on réussit à faire s'estomper aussi cette dichotomie-là, ville-nature, tu sais, avec le parc ici, puis le free-for-all là, mais d'avoir une espèce de restaurer ce lien-là, on commence aussi à changer, transformer les mentalités. Hein? On n'a pas fait un silo, une cloche de verre nature, puis une cloche de verre ville. On intègre les deux. Fait que nos silos vont commencer à fonctionner bien à partir du moment où on commence à penser de façon plus globale, comme Pascal l'a expliqué. Rapidement, Mme Denis. Oui, c'est juste pour rappeler qu'il y a quand même, pour l'île de Montréal, c'est sûr, on est à deux échelles, hein, la ville ou l'île, mais pour l'île de Montréal, il y a quand même un plan de développement durable de la collectivité montréalaise. Ça fait partie justement de la réflexion qui est amenée, c'est-à-dire de mettre ensemble toutes sortes de problématiques de façon transversale et non plus en silo, comme on le disait. Donc, il y a déjà quand même une réflexion qui a été largement amorcé et qui s'inscrit dans un plan d'action. Alors, c'est quand même encourageant. Je vous inviterai à aller le visiter. C'est disponible, je pense, sur le site de la Ville de Montréal. Vous avez toute l'information. Et évidemment, il faut que cette vision-là, de ce plan-là qui existe depuis maintenant plusieurs années, là, on parle de quand même pas mal d'années. Donc, c'est intéressant de voir, on est au deuxième plan, 2010-2015. Donc, il y a déjà cette amorce qui a été faite. Et donc, il faut que ça s'inscrive directement dans la vision du PDM aussi plus large. Merci. Ça va, madame? Je voudrais juste... Rapidement, parce qu'il y a plusieurs personnes derrière vous. Ma question portait justement sur l'articulation, qui est exactement ce que vous avez soulevé, et je ne le vois pas dans le plan de développement. Et c'est là mon inquiétude. Je connais le plan de développement durable de la ville. Donc, ce que vous avez soulevé, je le comprends très bien, mais la question portait sur... Est-ce que vous voyez dans le plan de développement qui a été présenté des liens qui permettent justement de fonctionner de façon systémique et non pas en silo? Je pense que ce qui a été répondu par tout le monde ici, oui, en partie. Maintenant, on pense certainement qu'il faut bonifier, encore aller plus loin, mais il y a déjà des efforts qui ont été inscrits. On parlait justement du transport, de l'aménagement du territoire, donc tous les outils réglementaires en termes d'aménagement du territoire dans lequel s'inscrit ce plan de développement durable, développement de Montréal, pardon. C'est clair que ces outils-là vont aussi dire si on fait plus de place à l'automobile ou on donne plus pour le verdissement sur les stationnements, par exemple. Alors oui, il y a une amorce qui est faite, mais on peut aller beaucoup plus loin dans ce propos-là. Parce que c'est ça qui est le message. Il faut aller plus loin. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Mon nom est Floris Sensing du Sierra Club Québec.
Et je remarque qu'on parle beaucoup de protéger des superficies, des surfaces de nature, et si je comprends bien dans le plan d'action ou dans le plan de développement de la ville de Montréal, aussi le cible le plus important s'adresse à la superficie, la canopée des arbres en ville. Et je me demande un peu où, donc on parle de nature, de quantité. Je me demande un peu où est-ce que la qualité de la nature dans tous ces plans, quand je pense à biodiversité, je pense à la richesse en espèces, en écosystèmes. Est-ce qu'on a des références ou des critères pour définir une nature de qualité, une nature de qualité d'une façon ou d'une autre? Peut-être qu'on va commencer par vous, M. Oder. Oui, en fait, le grand défi pour la qualité des milieux naturels, c'est la fragmentation et tout le problème de la fragmentation des espaces naturels dans un milieu urbain. C'est le propre de toutes les villes d'être aux prises avec cette dilemme-là. On travaille beaucoup, par exemple, dans les parcs, là où on a des espaces protégés, on met en place des programmes de gestion écologique où on fait un suivi régulier de l'évolution des écosystèmes, de la biodiversité, et on amène des mesures correctives. On a parlé tantôt du chemin de ceinture, bien, c'est suite à un bilan de ce qui se passe au niveau du Mont-Royal et des problèmes qu'on rencontre qui viennent limiter la biodiversité de ces territoires-là. Donc, une autre mesure, c'est la biodiversité, qui est une mesure de qualité, en fait, des espaces qu'on va protéger. Donc, on est très préoccupé par cette question-là. Et ça appelle à toutes sortes d'initiatives. On a des problèmes avec des espèces envahissantes. Montréal est aux prises avec, comme encore là, toutes des problématiques urbaines. Et pour ça, je vous invite vraiment à regarder ce bilan-là de la biodiversité qui fait le point sur toutes ces questions-là et bien d'autres, et qui amène un certain nombre de perspectives sur ces enjeux-là. Merci, monsieur. Oui, monsieur. Après, madame, on va s'arrêter pour la pause. Oui. Oui, je m'appelle Patrick Mamard, je fais partie de la Coalition verte ici à Montréal, dans la région. J'étais là avec Sylvia Hollimark, qui est un expert, je pense, beaucoup plus que moi, sur cette question des espaces verts terrestres. Alors, Sylvia vient de me dire que dans la grande région de Montréal, son approximation, c'est 2,1% des aires protégées terrestres. Moi, je ne voudrais pas entrer dans un débat de chiffres, mais plutôt sonder les sentiments des panélistes. Nous, dans la Coalition verte, nous avons un sens d'urgence, un sens aigu. Moi, dans mon travail d'activiste, je visite les milieux, par exemple la forêt des Hirondelles, le boisé Roxborough, qui est en train de s'empiter, si on peut le dire. Et je vois chaque fois des milieux qui reculent devant le développement. Et nous avons un but, dans 7 ans, 8 ans, de doubler, tripler, quadrupler ces aires protégées. J'aimerais demander aux panélistes, est-ce que vous avez ce sens d'urgence que nous avons, ou est-ce que nous nous sommes trompés? Qui veut intervenir? Est-ce que vous sentez que les milieux verts à Montréal reculent? Dans la grande région. Dans la grande région, mais reculent d'une manière très inquiétante. Au fond, c'est ça votre sentiment d'urgence. Les chiffres sont là pour parler. Il y a quand même, au niveau de la grande région de Montréal, c'est sûr que là, on est dans le PDM ici, mais pour la très grande région qui est la CMM, il y a quand même le PMAD qui a fixé un objectif, 17%. Alors ça, le 17%, il ne sort pas de nulle part, puisque c'est une norme internationale où on dit que c'est à peu près la superficie d'air protégé qu'on devrait avoir minimalement. Donc ça, c'est un gros objectif. Puis c'est sûr, quand on regarde la réalité aujourd'hui, on est très en deçà de ça. Par contre, au niveau de la grande région de Montréal, on a encore la chance d'avoir sur le territoire beaucoup de milieux naturels qui sont existants, mais pour lesquels, vous l'avez mentionné, il y a des inquiétudes pour les voir disparaître sous toutes sortes de projets.
c'est inscrit. Alors là, c'est tout le travail. Et puis, je pense qu'ici, justement, les deux personnes du fond en ont parlé. On a créé Mouvement Ceinture Verte aussi dans cette optique-là de dire il faut absolument trouver une façon, non seulement de l'inscrire sur le papier, le 17%, mais s'assurer qu'on s'y rapproche. Pour Montréal, c'est clair qu'il y a eu des efforts au cours des dernières années avec la politique qui a été mise en place. On atteint un pourcentage qui est bien en deçà du 17% et on pense qu'on peut quand même augmenter. Est-ce qu'on ira jusqu'à 17%? Il faudrait voir sur le territoire qu'est-ce que ça signifie parce que c'est un gros enjeu. Mais c'est sûr qu'on est encore capable d'aller plus loin et que, en effet, si on veut, pour toutes les bonnes raisons évoquées, aller de l'avant, il va falloir aussi mettre des bouchées doubles dans les prochaines années parce que la spéculation foncière, notamment, fait que ces terrains-là ont beaucoup de valeur. Ça presse, n'est-ce pas? Et? Est-ce que vous avez l'impression que ça presse? Ça presse, la question d'urgence. Tout à fait, oui. Oui. Non, merci beaucoup. Merci. Excusez-moi. Bien, très simplement, au point où on en est sur l'île de Montréal, toute perte de milieu naturel est inacceptable. Et inacceptable? Inacceptable. Parce qu'il ne reste presque plus rien. Puis particulièrement les plus beaux boisés qui demeurent, puis sont dans le West Island. Puis j'ai été cet hiver, il y a des gens qui, le boisé Angel à Beaconsfield, que les gens essaient de protéger parce qu'évidemment, il y a encore un promoteur qui a le terrain, puis qui cherche à faire monter les enchères, soit pour le développer ou pour le vendre plus cher pour la conservation. Bref, je ne sais pas. Mais cette spéculation-là sur les milieux naturels, puis depuis l'adoption du PMAD, le truc, c'est on va faire un TOD. On va détruire un milieu naturel pour faire un TOD. Ce qui est tout à fait, quand je dirais, contre l'esprit du PMAD. Donc, je pense qu'il faut être très vigilant. Il y a urgence à certains endroits, il n'y a pas urgence nécessairement partout, mais c'est important d'être vigilant. Bon. Alors, là, j'ai des gens qui s'ajoutent. Je vais vous proposer d'arrêter ici après madame, puis vous allez être les deux premiers dans la prochaine période de questions à intervenir. D'accord? Parce que sinon, les gens vont... C'est la pause. Vous voulez un numéro? Ah non, non, mais on va vous reconnaître. Ne vous inquiétez pas. Allez, monsieur. Oui, bonjour. Alors, Michel Bédard, je serai candidat à la mairie de Montréal, soit indépendant ou de parti, qui s'appellera Réussir Montréal. Madame Guilbeault, on ne peut assurément pas douter que vous soyez une amoureuse du Mont-Royal, et heureusement, vous n'êtes pas la seule. Tout à l'heure, Madame Roy, par rapport à la personne qui me précédait, demandait à monsieur, par rapport à votre sentiment d'urgence, avez-vous une question? Ben, moi, c'est exactement ce qui m'habite, ce sentiment d'urgence. J'ai une formation en administration municipale, très intéressé à Montréal depuis l'âge de 24 ans, et depuis 35 ans que je m'intéresse à la politique, eh bien, au tout début, je me disais, quel chantier que Montréal, emballant, ça va? Mais avec le temps, c'est un sentiment d'urgence qui m'habite, et vous en témoignez. Madame Guilbeault disait tout à l'heure, pour ce qui est du projet de revitaliser, remettre à niveau le lac des Castors, c'est un projet de 15 ans. C'est hallucinant. Ça m'étonne. Mais fondamentalement, je vous accorde raison, Mme Guilbeault. Quand on pense à tous les grands projets qu'on a connus à Montréal, ça prend énormément plus de temps que tout ce qui peut se faire ailleurs. Mais là, il ne faut pas que vous nous fassiez un discours politique. Oui. Allez. Revenez à notre thématique. Qu'est-ce que vous vouliez faire ressortir? Alors, je vais faire une proposition. Oui, d'accord. J'ai rien d'écrit, mais je fais une proposition. Tout à l'heure, Mme Guilbeault disait du Mont-Royal que c'est la signature de Montréal. C'est la première chose qu'on voit du Mont-Royal, c'est sa silhouette. Il faut la protéger. Or, si le Mont-Royal a subi une caricature, une cicatrice, c'est-à-dire abominable, ça a été l'érection de tours de communication, de télécommunication. Mm-hmm. On n'a pas parlé de ça, mais ça balafre la silhouette du Mont-Royal. Il n'y a aucun empêchement technologique qui pourrait nous empêcher de déménager ces deux tours et restaurer la vue du Mont-Royal. Absolument pas. Alors, moi, ce que je demande, c'est que la Commission puisse retenir
qu'il serait très avantageux qu'on puisse envisager une relocalisation de ces tours et ça ne serait pas si dispendieux. Alors, c'est ma proposition. Merci beaucoup. Merci. De toute façon, le contrat, je pense, avec Radio-Canada va arriver à terme avant, les 20 prochaines années. Alors. Ce que je mentionnerais là, en toute fin, c'est que dans 3 ans, c'est le 375e anniversaire de Montréal. Oui. La Ville de Montréal, Québec, Ottawa vont investir des millions pour souligner le 375e. On l'espère. Bon. Comme à Québec, lorsqu'on a souligné le 400e, il y a eu gros investissements des 3 paliers. Mm-hmm. Alors? Du temps de l'Allier, on a investi ça dans le concret, oui. Dans le permanent, et oui. Non pas dans des festivités. Vous comprenez? Ah oui. Bon, on s'engageait là-dedans. D'accord. Tout a été restauré à Québec. C'est splendide. Alors nous, plutôt que de faire des fêtes, des parties, on devrait investir ça dans le concret pour revitaliser notre fierté. D'accord. Merci. Madame. Mind me asking or speaking in English? No, pas de problème. I want to be really clear. I can try in French, but it's not as strong. Vous voulez bien vous identifier? Pardon? Oh, Sue Stacco in Pierrefonds, Roxborough. That's where I live, and I'm right now been spending the last 5 weeks every day on the internet and the telephone trying to do something to stop DDO Council from putting up a condo unit in the forest that I use every day. I go every day to with my dog. It happens to lie on the border of Pierrefonds, Roxborough and DDO. Small portion in DDO is privately owned and will be, has been approved for a condo project. It changes everything about the forest. I'm going to be walking through a parking lot rather than a forest. It's not something I want. And I've been gaining a lot of support from the citizens in the area. So I ask, as a citizen, to the City of Montreal, what can we do as citizens to insist that our mayors and our councillors follow the guidelines of the PMAD with regards to protecting natural spaces? Like Mr. Meran said, the last of these spaces remain in the West Island. And it should not be the responsibility of the citizens to safeguard these spaces. We need a moratorium. We need the building to stop until you get a complete picture of everything that's remaining. To meet these goals are impossible if you do not look at all of the spaces remaining. And I might add, as beautiful as Angel Woods is, and I adore that space, the small, tiny neighborhood forest that I can walk to every day and my neighbors can walk to are equally important. The children don't need a car or a drive there. They go and they play. We need every tiny parcel. Mm-hmm. How are we going to insist that our mayors honor the Monsieur Dénommé va vous parler des petits espaces tout à l'heure. It's essential. Mais for our health, our psychological and our physical health. It's essential. Effectivement, comment un citoyen peut intervenir pour faire en sorte que le PMAD s'applique entre autres dans des espaces comme ceux que Madame mentionne? Moi, je dirais the impetus for change comes from citizen groups. A lot of the things that we've done over the years has been really brought about by citizen movements. So I think that's an important thing to say. Je voulais juste commencer par ça, parce que c'est vrai que vous êtes important comme citoyen dans la démarche, vous faites partie de la démarche. Maintenant, comment on peut canaliser cette énergie-là, puis la transformer en action concrète? Il y a toutes sortes de façons de faire ça, et c'est pas toujours facile et c'est pas instantané. Mais vous commencez à aller au bon endroit d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez, puis l'importance que vous accordez à ça. Donc, je pense que maintenant, dans ce contexte-là, le bois dont vous me parlez ne fait pas partie d'un écoterritoire, ce n'est pas un endroit qui a été ciblé. Vous savez que les budgets d'acquisition qu'on a, c'est pour l'agrandir des parcs nature, donc il faut que ça soit rattaché à un domaine d'agglo, il faut que ça soit, comme c'est une politique d'agglo, il faut que ça soit un boisé qui serait d'agglo. Ce bois-là en question, je le vois sur nos cartes, mais il n'est pas d'agglo. Donc, c'est plus compliqué. C'est du ressort de l'arrondissement ou de la ville, dans ce cas-ci, d'agir. Donc, c'est de leur responsabilité. On est prêt à offrir un support technique, d'aller faire des évaluations si nécessaire, mais reste que
le conseil municipal de Landais-les-Ormeaux est souverain sur cette question et c'est leur question. Mais quel genre, pour There's no continuer, help from the city. I can. quelle sorte de support, Mme La politique des milieux naturels, dans l'approche de la politique des milieux naturels, c'est une approche beaucoup de compromis. C'est d'essayer de voir comment on peut placer les milieux naturels, comment on peut amener les promoteurs immobiliers à intégrer, sinon une protection complète, mais une protection au moins partielle des espaces à l'intérieur de leur projet et avec le concours de la municipalité, mais aussi du promoteur, de dire comment on peut reconfigurer, peut-être à augmenter un peu les densités du projet pour limiter l'impact que peut avoir le projet sur le boisé. En gros, là, il y a toutes sortes de façons réglementaires, mais il n'y a pas de truc infaillible. Dans la plupart des projets, les municipalités ont à investir. Dans les égouts, dans des aqueducs, desservir ces territoires-là. S'ils n'ont pas été desservis, ces terrains-là, il y a probablement une raison. Ils ont besoin du support de la municipalité pour être développés. Alors, ce qu'on dit souvent aux promoteurs, on ne va pas financer des projets qu'on ne veut pas par ailleurs. Donc, il y a des moyens d'action, mais surtout, il faut que la municipalité concernée soit alertée par ces circonstances-là, soit sensibilisée à ça, puis décide d'intervenir. They've been alerted, and the part of the PMAD that they quote is the TOD part, which is convenient. That makes a nice way of getting around the other parts. So the project is presented as a TOD because it's near a train station. But they don't mention that they're taking down the last old-growth forest in Roxborough, the last remaining old-growth forest. Monsieur Mira. Yeah, this is a complete absurdity. I mean, it's just, and this is exactly what's happening right now everywhere in the Greater Montreal area. Yeah. So there's only one way to stop this, and it's if the citizens around this forest go and meet public officials and bring children with you, and bring reporters with you, this is the only way. We need to defend each little piece of nature that's left in this city, because they're going to build TODs, and 50 years ago they would have said bungalows, and now they say TOD because they think they're greenwashing their way into destroying nature, and so we're. So you need to fight this, and you know what? There's an election coming up in November, and I think that's a good timing for you to position this issue as this is something that belongs to everyone in your city. Yeah, unfortunately. Thank you. Merci, Madame. On va s'arrêter pour 15 minutes. On revient avec nos deux panélistes, Monsieur Desnommé, Madame Denis.